Pourquoi je pars de là? Je pars de là parce que on voit quand même plusieurs constats qui sont posés régulièrement sur l'approche du projet de territoire. Une démarche assez lourde qui implique beaucoup de dispositifs normatifs, de planification, de participation. Une approche aussi qui, vous le vivez tous, je pense, peine à renouveler les profils de ceux qui participent à ces projets. On a toujours un peu les mêmes, on entend ça très souvent. Et puis, des projets qui sont souvent trop politiques et pas assez tournés vers les vrais besoins des gens. Et donc, le projet de territoire pourrait être considéré comme inaudible et ne répondant pas suffisamment aux aspirations des citoyens ou bien, je rajouterais, aux aspirations des usagers de ces territoires. Donc, il ne me semble pas forcément très léger ou superficiel de chercher à comprendre d'où vient cette désaffection qui peut aussi s'exprimer chez des agents de collectivités territoriales qui œuvrent à la mise en œuvre des projets territoriaux. Ces derniers parfois ressentent également une désappropriation dans la maîtrise du projet par la discontinuité de son exécution, en particulier la course au financement, aux appels à projets pour compenser les baisses de budget depuis de nombreuses années, et puis par cette approche un peu d'exécution hachée et pas mal entrecoupée, une déstructuration de la conduite de projet qui pourrait poser la question de la remise en cause de la manière de faire projet de territoire par elle-même. Alors, pour moi, quand j'aborde cette question-là, finalement, je considère que le projet de territoire est un peu inséré dans une triple interrogation. Alors, cette triple interrogation, je vais l'illustrer par trois images pour vous donner un peu le sens de mon propos. D'abord, comment parler de territoire et de projet de territoire quand tout l'aménagement vise à nier ce qui fonde le rapport de l'homme avec son milieu? Perte de repères quant aux lieux dans lesquels les populations vivent l'expérience territoriale, ce que beaucoup nomment des processus de déterritorialisation. Alors, je cite en fait Alberto Maniaghi à travers cette approche-là, et qui coupe l'être humain d'une relation plus complexe, plus systémique avec ce qui l'environne. Alors, vous voyez sur la première slide l'expression de cette déterritorialisation que je suis allé chercher dans les photographies d'Alice MacLean qui photographie l'urbanisation dans le désert autour de Las Vegas. Et on voit derrière ces images que cela peut nous interroger sur ce qui conduit cette urbanisation en plein désert, mais qui dévoile surtout et principalement une absence de pensée territoriale, je dirais humaniste. Euh, Aucun lieu ici ne semble rassembler une communauté, mis à part la similitude de leurs conditions de vie. Donc ça, c'est le premier élément d'interrogation. Le deuxième, c'est comment parler de projet de territoire quand les effets d'une métropolisation à outrance déséquilibrent les territoires ruraux sous l'effet des processus donc de mondialisation qu'il est pour chacun d'entre nous, y compris pour nous chercheurs, difficile de lire dans nos territoires de vie. Et donc, ce processus peut aller jusqu'à déraciner des populations de leur lieu de vie au sens propre. Hein. À travers l'exemple de ces photos d'Edouard Burtynsky, j'ai voulu vous montrer comment l'expression de la mondialisation a amené les populations qui vivaient sur l'emplacement du barrage des Trois Gorges à détruire eux-mêmes les villages dans lesquels ils ont habité avant de partir vivre plutôt sur la façade littorale urbaine de ce pays. Et de la même manière, dans d'autres exemples, si je vais dans le bon sens, voilà. Je voulais aussi vous montrer, au sens un peu plus figuré, quand on regarde la transformation, par exemple, des territoires de montagne qui sont proposés par la photographe autrichienne Lois Eschenblecker, comment finalement la question du territoire et du projet de territoire joue aussi du sentiment des populations locales dans une perte de culture et d'identité. Et là, à travers ces exemples photographiques, j'ai aussi une autre diapo à vous proposer. On voit à la fois la transformation des paysages et des changements d'usage liés à ces territoires, et puis derrière ces changements, des transformations des sociétés locales, de leurs habitudes et des liens sociaux qui attachent ces populations à des activités économiques.
Laurent, je Oui, profite d'un micro. Est-ce que ce serait possible de le mettre en plus grand écran? aïe, aïe, oui, bien sûr. Est-ce que je vais arriver à faire ça? Encore une fois, je vais montrer toutes mes limites. Est-ce que c'est mieux? Pour tout le monde, Je peux un- encore, si vous voulez, hein. non, mais un petit pouce pour tout le monde, c'est bon? C'est bon, Ok. pas trop. Merci. Bon, excusez-moi, j'ai pas fait attention. Oh, La dernière interrogation, c'est finalement comment parler de projet de territoire quand quotidiennement nous sont renvoyés dans l'actualité les conséquences visibles du changement climatique, dont les effets sont directement imputables à nos modes de vie. Et donc, le projet de territoire ne servira à rien puisqu'il ne répond pas aujourd'hui aux enjeux que nous avons à affronter pour demain. Alors, je parle ici d'expression de l'Anthropocène parce que l'Anthropocène qui commence à interroger nos conditions de vie sur Terre reste encore une réflexion trop intellectualisée, théorisée pour certains, et puis sans doute un reflet dans le miroir que beaucoup n'osent pas regarder. Donc, ces trois interrogations, elles me conduisent à dire que la question du projet de territoire si elle n'est pas encore à évacuer, est une question à réinterroger dans ces pratiques. Alors, du point de vue du chercheur qui regarde un peu ces processus territoriaux, alors, Michael a dit je suis géographe, c'est vrai, je suis géographe, mais finalement, ce que je regarde dans ces processus de projet, c'est d'abord et avant tout probablement une crise de l'imaginaire. Une crise de l'imaginaire qui trouve sa raison dans trois formes donc, de processus. Ce processus de déterritorialisation dont je parlais il y a un instant, qui résulte à la fois d'une coupure avec le temps long, la durée, et puis une rupture dans la coévolution homme-nature. Et donc là, je fais référence à Baptiste Morisot qui a beaucoup écrit en tant que philosophe sur les rapports au vivant et de l'homme et du vivant. Le deuxième élément, c'est dans cette crise de l'imaginaire, si vous êtes déraciné et si quelque part les lieux dans lesquels vous vivez sont décontextualisés et homogénéisés, ben vous perdez cette capacité à réinventer des modèles innovants, originaux et qui répondent à des aspirations qui sont propres à vos façons de vivre dans un territoire donné. Et là, je fais référence à Paul Virilot, qui a beaucoup travaillé cette question du déracinement et de la décontextualisation. Et enfin, le troisième élément de la crise de l'imaginaire, c'est probablement qu'on a encore un peu tendance à considérer le territoire comme un témoignage muséographique du passé, et que dans la façon de construire le projet, par moment, on n'arrive pas suffisamment à voir que le territoire doit être considéré comme un organisme vivant de haute complexité. Et là, je fais référence à Alberto Magnaghi qui, dans ses travaux sur les biorégions, montre bien à quel point cette question du projet de territoire amène à penser des processus qui dépassent finalement la relation historique, la relation identitaire à un territoire donné. Alors, finalement, quand j'ai dit ça, je ne peux pas passer sous silence la question que le projet de territoire est en référence d'abord à la notion de projet. Alors, la slide est très touffu, donc je vais aller très très vite, mais je fais référence à un auteur qui m'inspire beaucoup pour travailler cette question du projet de territoire, qui est Jean-Pierre Boutinet, qui a beaucoup travaillé sur les psychologies de conduite à projet et qui montre en fait que tout ce qui nous enserre aujourd'hui dans la construction des projets de territoire vient d'une histoire des acceptions de la notion de projet, que finalement on arrive plus ou moins intentionnellement à mélanger, à hybrider dans nos pratiques de projet. Et donc, il définit cette acception historiquement située, mais qu'on arrive encore aujourd'hui à utiliser. Il parle du volontarisme du projet, ce souci de tout maîtriser, de tout orienter dans une conduite un peu d'anticipation pour se distancier de notre propre existence. Il parle aussi de l'avènement du projet architectural avec cette idée que l'évolution technique aux sorties du Moyen Âge permet de travailler à une conception méthodique du projet.
Il parle également des progrès sociaux du projet au moment des Lumières, où le projet devient synonyme de projet social et on commence à parler de projet de société. Il parle ensuite de projets comme relation intentionnelle, donc cette volonté de construire et de privilégier une intention qui vise à décrire ce qui est essentiel pour l'individu dans son rapport au monde et donc dans son rapport au territoire. Il parle également d'une construction du projet pragmatique en s'inspirant de la pensée de John Dewey et qui dit finalement que la pensée efficace, légitimement dans la conduite de projet, le but à atteindre, la mise en relation de la connaissance et de la finalité que l'on doit poursuivre. Et c'est là qu'on voit apparaître dans cette pensée pragmatique l'idée des plans d'action qui permettent de structurer le projet en lui-même. Les deux derniers, c'est l'idée de travailler sur le projet outil de promotion et d'innovation, donc le projet technologique de l'industrialisation de l'entre-deux-guerres, comme un remède un peu à l'obsolescence programmée de l'innovation. Il pense à travers le projet outil de promotion qu'on promeut le mode projet dans une montée de la complexité à travers cette approche-là. Et puis, la dernière acception, c'est le projet contestataire avec cette articulation de la contestation entre global et local, où le progrès social peut apparaître dévoyé par le développement industriel et apparaissent différentes formes de projets autogestionnaires, libertaires, avec des alternatifs par opposition à des projets plus réformistes de modernisation, plus génériques. Donc, vous voyez, je pense que derrière cette acception, il y a nécessairement des éléments que vous retrouvez dans vos propres conduites de projet. Et ce qui est intéressant, c'est que Boutinet ne s'arrête pas là. Il propose une nouvelle acception du projet avec l'idée que pour construire les projets de territoire ou de mettre les territoires en projet, il faut articuler 4 pôles. Ce qu'il appelle le pôle biologique, qui fait un peu référence à la filiation des travaux d'Alberto Magnaghi sur la biorégion. Pôle biologique, c'est comment on définit des projets par rapport aux processus vitaux d'adaptation d'un territoire, comment on prend en compte les dynamiques naturelles, les processus naturels dans cette construction-là. Il dit aussi qu'il y a un pôle existentiel, c'est-à-dire finalement, comme on n'est plus dans cette période du projet où l'abondance des ressources infinies est une donnée qui ne pose pas de problème, eh bien, il faut travailler dans un environnement où il faut renoncer sans doute à certaines choses, il faut travailler sur une nouvelle période du projet dans un environnement en crise. Le projet a aussi un pôle pragmatique que vous connaissez et que je ne développerai pas. L'originalité, je trouve, c'est de proposer un pôle culturel dans cette articulation du territoire de projet. Alors, il fait référence dans les exemples à l'opportunité culturelle dans un contexte d'industrialisation ou de désindustrialisation, comme on peut d'ailleurs le connaître à Los Angeles, par exemple. Mais plus généralement, il fait du pôle culturel une matrice profonde de la rénovation de la mise en projet des territoires. Alors, je voulais juste vous me dites, Michael, si je suis trop lent. Je voulais juste vous proposer quelques slides sur une formation que j'ai pu faire pendant quelques années pour des agents de collectivité à l'INET à Strasbourg. Alors, je voulais vous en parler parce que finalement, elle pose bien les enjeux de cette tension entre projet de territoire, territoire de projet, comment on s'y prend et quels sont les challenges à relever. En travaillant dans ces formations, j'ai vu apparaître en fait 6 grandes crispations qui portent sur les territoires en situation de changement. Les crispations, c'est comment on travaille dans le changement des échelles d'action, comment on compose à plusieurs, comment on travaille avec de nouveaux outils, comment on change d'organisation hiérarchique si on décilote notre activité, comment on construit, comment on évite le sentiment de perte d'identité collective dans notre travail et comment on articule le global et le local. Ces crispations sur les changements, ça crée des tensions pour les agents
dans leurs activités. Tension, en tous les cas, forte remise en question, organisationnelle, budgétaire, technologique, identitaire, territoriale, professionnelle en un mot. Et les postures renvoient à des questions. Quelles décisions prendre dans des contextes d'incertitude et de complexité de l'action publique? Comment penser l'action? Comment coopérer? Et finalement, avec ce faisceau de questions, on se retrouve souvent avec le développement d'une perception qui est passionnelle et territorialisée des identités territoriales elles-mêmes. Et on résiste parce que finalement, le changement angoisse et procure un sentiment de déstabilisation dans sa pratique professionnelle. Alors, je proposais un dispositif qui était assez classique, mais d'écrire un récit d'un territoire, mais plutôt travailler sur le récit d'un territoire symbolique, c'est-à-dire qui fasse appel à des références que possédaient les agents dans leur pratique, mais qui ne vise pas nécessairement à écrire le récit d'un territoire qu'ils connaissent, mais le récit d'un territoire qui les projette sur 20 ou 30 ans, et finalement de dire où est-ce que j'aurais envie de travailler et qu'est-ce que j'aurais envie de faire pour porter le projet de territoire qui me ressemble. Et donc, on a travaillé à partir d'un matériau qui est une production réalisée par des anciens chercheurs du département de géographie de Genève qui s'étaient amusés dans le cadre d'un festival de la géographie de Saint-Dié de construire ce qu'ils ont appelé le tableau géophotographique du Brousouflang à Genève. Et donc, ils ont réinterprété Genève à travers un récit imaginaire sur ce que pouvait devenir Genève en 2040 avec le changement climatique. Et donc, des photos, des textes. Et donc, on a essayé de travailler avec ce pas de côté et ce décalage. Et donc, j'ai demandé aux participants de ces formations de travailler pendant 3-4 heures à la fois écrire un récit et puis surtout de déterminer entre eux les valeurs de référence et les biens communs qui pourraient matérialiser les territoires qui les animeraient et sur lesquels ils auraient le sentiment de fierté à avoir à travailler. Alors, je vais juste vous montrer 2 diapos sur les enseignements que tire ce dispositif-là. Le premier élément, c'est qu'il y a des formes géographiques ou des attributs de territoire qui sont souhaités ou qui sont rêvés dans cette projection. Souvent, ce qui revient, le territoire idéal sur lequel on a envie de se mettre en projet, c'est un territoire insulaire. Parce qu'on peut le borner, on peut se protéger. Donc, il y a vraiment cette tentation de vouloir insulariser, archipéliser la mise en projet. Le deuxième élément, on veut travailler sur des territoires avec une capacité de résilience. Donc, ce qui va animer la mise en projet, c'est cette capacité à changer véritablement le fond d'une pratique, le fond d'un projet et de travailler à une amélioration, une résilience écologique, culturelle, numérique, etc. Ce qui compte aussi beaucoup dans les attributs, c'est de la diversité. Il faut absolument que les territoires, pour être des territoires dans lesquels on ait envie de travailler, on ait envie d'animer du projet, il faut qu'ils soient diversifiés par leur forme, par les gens qui les composent, par les projets qui sont proposés. Et puis le dernier élément, il faut des territoires équilibrés. Alors, je vous ai mis juste en image une fresque qui est la fresque du bon gouvernement qui est présente au palais de Sienne en Toscane et qui date de 1500 et quelques, et qui est en fait une production qui est probablement une des premières peintures de paysage qui montre comment villes et campagnes, dans une bonne gestion du gouvernement, peuvent s'équilibrer et peuvent arriver à trouver une complémentarité. Donc, cette volonté des territoires équilibrés, c'est quelque chose de très, très important dans la question du projet. Le deuxième élément, il y a quand même des mots-clés du développement territorial qui sont mis en situation. Cette très très forte tendance à vouloir construire des territoires patrimoine, alors qui pose plein de questions parce qu'on n'est pas loin derrière les territoires à patrimoine des territoires musées ou des territoires à visiter. Mais il y a un tropisme assez fort sur cette question-là. Il y a une volonté à résister à la globalisation qui est probablement assez franco-française de par la diversité des paysages et des territoires qu'on peut rencontrer. Il y a cette volonté de se projeter sur des temporalités différentes. Il y a des gens qui sont capables de se projeter à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, et puis d'autres qui ne sont pas capables de le faire.
Et puis, il y a des visions qui sont marquées par la collapsologie et l'effondrement, et donc une difficulté à construire des territoires de projet en dehors d'une réécriture totale de ce qui ferait sens dans un projet. Donc, pour finir, et c'est ma dernière diapo, et pour avoir une connotation positive à ce que je voulais vous communiquer ce soir, il y a pour moi des postures professionnelles pour accompagner la mise en projet qui sont déjà là, qui ont émergé et qu'il faut sans doute fédérer. Et je trouve que votre association, elle exprime bien cette volonté de fédérer. Je prends exemple d'un travail qui a été réalisé, une recherche-action qui a été réalisée en 2015 et qui s'appelait Le goût des territoires par Laurence Ramolino, et elle avait identifié les ingrédients à la construction d'un projet de territoire. Alors, vous en avez 7, hein, la capacité de résilience, la coopération, la réflexivité, l'intermédiation, le lien à la recherche-action, ce qu'elle appelle le réel invisible, c'est-à-dire que derrière ce qu'on voit, il y a des mécanismes qu'il faut regarder et qu'il faut interpréter. Et puis la sérendipité, la capacité à se laisser surprendre est aussi très, très importante dans le portage de nos projets. Et donc, ce qui est mis en avant derrière et c'est là où je voudrais conclure, c'est la question des territoires de projet, c'est une mise en récit de l'engagement local qui doit autoriser le pas de côté, le débat sur les valeurs, le fait que nous avons un rôle d'intercesseur dans la structuration du projet et pas forcément systématiquement un rôle de promoteur. Et puis que la créativité a sans doute autant de place que la planification a joué. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Un universitaire qui respecte presque le timing. C'est à 3 minutes près. C'est comme si c'était. Donc, merci infiniment, Laurent, pour cet éclairage et enfin, l'enthousiasme. Peut-être ça suscite des questions, réactions de la part de la salle. N'hésitez pas à prendre la parole en levant la petite main. Moi, j'avais juste une question, en fait. Hein. Oui, c'est ce à quoi nous aspirons. Mais peut-être la question que je vais vous poser, c'est en fait confronté au réel, en fait, quel est votre ressenti de ce qui devrait ou pourrait être fait et ce qui est fait? Ouais, ben, oui, je m'y attendais à cette question. C'est loin d'être un pari gagné. C'est-à-dire que ces démarches-là, c'est des démarches. Alors, je réponds d'abord du point de vue du chercheur. Hein. Du point de vue du chercheur, ces démarches-là ne sont pas des démarches qui valorisent des carrières. Ce sont des démarches qui sont des démarches. On parle souvent de chercheurs imprégnés ou de chercheurs un peu militants. Donc, c'est une capacité de la recherche-action à vouloir éprouver une forme d'utilité sociale de la recherche dans l'action et dans une forme de court terme. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de territoires qui font ce que je vous ai un petit peu montré. Je crois qu'il n'y a pas assez encore de mise en réseau. Je pense que ça ne se résume pas aussi aux bonnes pratiques. Je pense que ça se résume aussi, enfin, ça doit s'aborder aussi par une capacité des acteurs qui vivent cette injonction à désiloter, par exemple, leur organisation en silo, avec qui je le fais, comment je le fais au quotidien et comment je m'en sors pour expliquer ça à mes élus quand ils me disent que ça ne va pas assez vite. Voilà, je pense qu'il y a des besoins de partage beaucoup plus réguliers, d'ateliers de réflexivité beaucoup plus importants que ce qu'on fait, et puis de montrer aussi que certaines expériences fonctionnent et fonctionnent bien. Si elles ne doivent pas être dupliquées, elles doivent servir d'aiguillon un peu pour s'interroger localement sur ce qu'on fait. Merci, Laurent. Il y a une excellente question qui a été posée par Brigitte. Quelle gouvernance et surtout quel profil pour faire tout cela? Je relis en Ouais. Quelle gouvernance? Chaque fois que j'ai à intervenir dans des projets où on nous demande
d'intervenir sur de la recherche-action, on nous le pose. On nous dit qui c'est qui fait ça, la collectivité, les acteurs agricoles, les acteurs culturels. Et j'ai tendance à leur dire, ben, c'est tous ensemble et c'est dans une gouvernance qui est systématiquement à réinterroger. Parce que, en fait, si on ne réinterroge pas l'articulation de ces gouvernances locales dans les projets de développement local, on va créer de la distorsion, on va créer de la frustration. Donc, ça veut dire, et je crois que vous l'avez dit dans votre film, hein, il faut construire de nouvelles alliances, il faut essayer de prendre le temps de se parler et pour construire ces territoires de projet. Et quel profil c'est des profils d'animateurs. Moi, je pense qu'il y en a plein autour de la visio ce soir qui se cognent, hein, qui marchent et qui se cognent et puis qui continuent à marcher parce qu'on est à peu près tous convaincus là que ces démarches, elles défendent la diversité, quoi. Elles défendent la diversité. Monsieur Lely, j'ai une petite question. Vous évoquiez le récit d'un territoire symbolique et vous évoquiez la volonté de résister à la globalisation. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'est pour vous la globalisation? Est-ce que c'est l'uniformisation? Est-ce qu'il y a une volonté de faire ressortir justement la spécificité de chaque territoire? Est-ce que c'est cela? Alors, il y a l'uniformisation, ça existe, et c'est un élément qui est assez prégnant, mais il y a aussi cette volonté de retrouver les ressources locales pour les territoires en local. Alors, on prend l'exemple de l'alimentation que vous connaissez bien, hein, mais la question de la relocalisation de l'alimentation aujourd'hui, des formes de relocalisation, de tout ce qui s'invente dans ces processus-là, c'est une volonté de trouver des réponses locales parce que finalement, les processus globalisés de distribution ne correspondent pas nécessairement à ce que les gens viennent chercher quand ils viennent habiter dans les territoires ruraux. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, madame, dans votre introduction, en fait, quand vous avez parlé de ces nouvelles populations qui viennent vivre dans les territoires ruraux. Ils viennent vivre et ils ne viennent pas résider. Et donc, il faut véritablement les impliquer dans les façons de vivre ces territoires-là. Et c'est une démarche totalement différente qui nécessite d'aller aussi à leur rencontre et d'aller aussi leur poser des questions. Merci Laurent pour cette réponse. Peut-être une dernière réaction de Aurore qui a réagi. Es-tu toujours là? Aurore Margot, directrice du PETR du Haut-Rouergue. Espalion, pour ceux qui connaissent. Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous me voyez, vous m'entendez? Oui, très bien. On t'entend. Voilà. Non, moi, c'était plus une réaction d'expérience et j'étais totalement d'accord avec les propos qui étaient tenus sur le fait qu'en fait, le changement, ça fait peur, ça entraîne de vraies crispations. Nous, ça s'est vécu sur le territoire. Et ces crispations-là, elles nous ont réellement empêchés d'avancer pendant une certaine période puisque ça a eu un repli. Et le repli, en fait, s'est fait à l'échelle communale, voire même plus petit. C'est-à-dire que ça a même entraîné des crispations à l'intérieur des communes où on revenait au hameau, à des rivalités entre hameaux. Et donc, en fait, ça a une période globale où il n'y avait plus d'innovation, plus de créativité. Et en fait, le PETR a permis de passer au-delà et a été l'élément qui a permis d'avancer parce qu'on était au-delà des sujets majeurs qui pouvaient être liés aux crispations, aux fusions de PCI, que ce soit des données économiques, des données d'imposition. Et on a permis de reprendre une vue d'ensemble et de réinjecter un projet sur le territoire. Et l'échelon PETR a été vraiment important pour ça. Merci beaucoup, Aurore, pour cette apistorie, en fait. Cher Axel, tu avais une question. Oui, merci. Une question en même temps de réaction pour remercier également Laurent Lely pour son exposé qui était effectivement intéressant. Et j'aurais tendance à dire, puisque la question qui est posée est une question fermée, doit-on encore parler de projet de territoire? Plus que jamais, oui. Plus que jamais, oui, parce que je pense que, et vous l'avez bien montré, à la fois la dimension du récit, la capacité à être créatif, à innover et à travailler ensemble, à faire de la gouvernance partagée sur les territoires, on a plus que jamais besoin de ça
pour, de mon point de vue, faire face à deux phénomènes qui sont pas concomitants, mais qui vont se dérouler. Un a commencé, c'est ce que disait également Josiane, la question de la néo-ruralité. On sait qu'au lendemain du premier confinement, 1,2 million de Franciliens ont quitté les territoires urbains et particulièrement l'Île-de-France pour aller se poser dans les espaces ruraux, pas forcément de façon pérenne, mais aujourd'hui, on annonce entre 10 et 15% de Français qui souhaitent véritablement changer de vie et s'impliquer dans les territoires ruraux pour porter des projets, etc. Alors, ça peut poser des fois pas de difficultés, et dans des territoires plutôt en difficulté, des ruralités plutôt en difficulté, qui sont plutôt heureuses d'accueillir des nouveaux citoyens, des nouveaux habitants, et puis parce qu'ils amènent une dynamique. Et puis parfois, ça peut aussi venir se percuter parce que les modes de vie des gens qui ont une pensée urbaine en milieu rural peut poser aussi complications. Et l'autre enjeu, à mon avis, qu'on ne mesure pas assez, mais je crois qu'il va falloir davantage le cogner, c'est la question des migrations. Alors, à la fois, ce que nous annonce bien sûr le GIEC, il y a les 420 millions dans le scénario le plus complexe lié au changement climatique. 420 millions, c'est quand même pas rien, mais également en intra-territoire, c'est-à-dire en France. Alors, je sais qu'il y a des gens du Sud autour de l'écran, mais le phénomène d'héliotropisme peut-être ne va pas perdurer parce que aujourd'hui, ces territoires qui attirent beaucoup, peut-être vont être des repoussoirs demain. Regardez le Sud-Ouest récemment, 2 inondations dans le même mois. Alors certes, on a des gens très ancrés dans leur territoire qui disent non, non, je ne bougerai pas, etc. Mais au bout de 3, 4, 5, 6 inondations, parce qu'on sait que les pluies diluviennes, etc., on ne veut pas se faire peur, mais quand même, ça va être la réalité des années à venir, et ben, ça va conduire effectivement peut-être des gens à bouger et à venir dans des territoires qui seront peut-être aujourd'hui pas très attractifs, mais qui pourraient le devenir. C'est le cas des régions on va dire, à climat tempéré. Donc, je me dis que tous ces enjeux, toutes ces confrontations, elles vont effectivement devoir nécessiter d'anticiper au mieux et de faire en sorte que les projets de territoire soient au cœur de la médiation, de l'échange et de l'anticipation en fait de ces phénomènes. Donc voilà, pour remarque et en même temps question, mais pour moi, oui, je pense que plus que jamais, on a besoin de projets de territoire. Merci Axel. Avec une vraie réflexion également qui est en fait par rapport aux populations locales, en fait, comment les accompagner pour en fait accepter ces nouveaux arrivants en fait, parce que des fois ça va être source de conflit. Est-ce que du coup Frédéric, tu avais une réaction, Frédéric Valette? Oui, bonsoir Laurent. Salut. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas croisés. Merci pour l'exposé. Oui, je me demandais, parce que la manière dont tu présentes les choses, finalement, on se dit qu'il y a une certaine forme de consensus pour ces évolutions sur les territoires. Or, moi, j'ai un peu l'impression que ça crée du poil à gratter dans les équilibres, dans les relations entre acteurs. Et donc, je me demandais quelle place on pouvait mettre à cette question, enfin, comment on pouvait traiter cette question de diversité des attentes, des points de vue, et le fait que s'inscrire dans la transition, c'est aussi changer les équilibres sur les territoires. C'était une première partie de la question. Et puis l'autre partie, c'était, tu as bien évoqué, tu es parti du projet de territoire comme objet, mais ce projet, il est aussi confronté à des évolutions des politiques extraterritoriales qui viennent mettre des injonctions nouvelles ou alors des incitations nouvelles, en tout cas qui viennent perturber la dynamique locale. Et donc, comment est-ce qu'on articule ces deux niveaux, le local et le supralocal? Ouais. La deuxième, tu me fais pas un cadeau, mais je sais pas si je vais répondre. Mais la première, peut-être que j'ai voulu être trop positif en ce début d'année et en ces vœux. C'est évident que il y a de la tension sur cette construction de la diversité, parce que globalement, on est plutôt sur des modèles très de conformation territoriale. On est dans des visées où tout ce qui va permettre de simplifier à la fois la façon dont on va arriver sur un territoire, s'y installer, produire, construire de l'activité, on a besoin de le faire très vite, et en le faisant très vite, on le standardise. Et donc, on n'est pas dans ce culte de la diversité de manière spontanée. Par contre, quand il y a interaction entre les populations qui arrivent et les populations qui sont là, il peut s'inscrire certes du poil à gratter, mais aussi une interrogation sur les valeurs réciproques.
Et en fait, moi, je crois beaucoup à ça, à cette capacité à dire, bon, bah, finalement, on n'a pas forcément envie de vivre de la même manière, mais on est dans le même territoire et donc il y a peut-être des valeurs communes sur lesquelles il faut arriver à travailler. Alors ça, c'est un vrai boulot, quoi. C'est-à-dire que, et tu le sais aussi bien que moi, hein, il y a des territoires qui refusent de travailler cette question des valeurs parce que ils sont tellement attaqués sur ce qu'ils font déjà dans le développement de leur activité. Je pense aux questions agricoles qui sont largement stigmatisés parce que pollution, parce que controverse. C'est extrêmement difficile d'arriver à créer finalement une réflexion sur les valeurs partagées. Donc pour moi, c'est un positionnement, c'est pas un positionnement court-termiste, cette démarche-là. C'est un positionnement qu'il faut relever sur du moyen-long terme et il faut surtout une continuité dans la capacité d'animation. Il n'y a rien de pire que d'animer ce travail sur les valeurs pendant 1 an et puis de passer au vrai projet après et puis de se dire à la fin, est-ce qu'on a respecté ces valeurs-là? Il y a vraiment un boulot de fond qui est un boulot citoyen, un boulot dans lequel tout le monde doit s'activer. Et alors, la deuxième question sur l'articulation finalement entre les politiques macro et puis ce qui se passe en micro, moi j'ai souvent tendance à voir qu'on essaie de contourner la politique macro. C'est-à-dire que la norme qui arrive de Bruxelles ou qui arrive de l'État, en local, elle est utilisée comme un effet levier quand il y a une opportunité à aider au financement d'une mesure X ou Y. Je prends les questions environnementales où finalement, on va accepter l'idée qu'on va financer une tourbière, même si ce n'est pas réellement une tourbière dans la pratique de l'agriculteur. Donc, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on cherche à résister à cette articulation-là, parce que l'articulation venant du macro, elle apporte une forme de globalisation, comme je le disais tout à l'heure, et ne répond pas aux caractéristiques locales qui pourraient développer le projet. Merci. Il reste 2 questions. Il y a Martine Boutilla. Est-ce que du coup, 2 brèves questions et 2 brèves réponses? Désolé. Martine? Oui, vous m'entendez? Très bien. Cher Martine. Oui, je voudrais savoir, monsieur, par rapport à tout ce que vous avez dit, si dans votre esprit, cela veut dire qu'il faut donner plus de poids et plus de fonctions au conseil de développement par rapport aux structures dont on dispose dans nos pays. Ou est-ce que c'est une façon de renforcer l'animation dans le volet de nos équipes techniques? J'aimerais que vous soyez un petit peu plus précis, ou je ne vous ai pas compris et auquel cas vous m'excusez. Je ne sais pas si je peux répondre en fait à cette question-là, parce que je n'ai aucune expérience de l'animation des conseils de développement. Ce que je considère, c'est que pour faire cette mise en territoire de projet, il faut des instances d'animation, il faut des apprentissages d'animation qui soient diversifiés. Donc, je crois qu'il y a des plein de postures d'innovation qui ne sont pas forcément dans des conseils, qui sont dans des pratiques d'animation portées par des collectivités, des associations, des coopératives, et que c'est peut-être la mise en articulation et en ordre de ces pratiques qui pourrait donner du sens. D'accord, merci à vous. Merci beaucoup. Et une dernière question, merci. Henri Biespéré, ou Père, désolé, excusez-moi. Vous êtes dans un milieu, dans un endroit très sombre. Oui, bonsoir. Merci de me donner la parole. Henri Biespéré, je suis vice-président de la FNSEA et donc chargé de ce lien avec les territoires. Vous avez dû voir qu'on a publié un manifeste pour les territoires ruraux vivants avec le caractère d'organisation. Je voulais juste, alors ce n'était pas une question, mais un apport sur tout ce qui a été dit en vous remerciant d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour. Les agriculteurs s'estiment souvent les premiers arrivants sur ces territoires et considèrent que ceux qui arrivent maintenant doivent un peu s'organiser pour les respecter. Je veux tout à fait partager la réponse qui a été faite à un certain nombre de questions. Ce qu'on prône, c'est effectivement, ça ne peut passer que par la construction de projets de territoire, où on apprend à s'écouter, où on apprend à construire ensemble, où une place pour chacun doit être trouvée à l'avenir. Elle ne sera pas la même que par le passé. Je confirme que ceux qui viennent ne sont pas là que pour résider, mais ils veulent aussi participer à la vie locale, rurale.
Et donc, c'était juste pour apporter tout mon soutien et vous remercier parce qu'on est vraiment sur un sujet crucial et qu'il faut vraiment mettre en œuvre avec l'ensemble des acteurs et avec les processus tels qu'ils ont été très bien expliqués dans cette réunion. Merci.